C'est la présidentielle de toutes les attentions qui appelle les Camerounais aux urnes le 12 octobre 2025. Les tractations vont bon train tant dans l'opposition que chez le président sortant, candidat à sa propre succession. Plusieurs acteurs ne cachent pas leur rêve d'offrir un 8e mandat consécutif à Paul Biya. Hier, opposant farouche, il s'est ensuite allié au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ministre depuis 2019, il dit à qui veut l'entendre que dans l'océan de turbulences qui traverse le Cameroun, le meilleur choix, c'est Paul Biya. Sans tabou reçoit Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Jean de Dieu Momo, bonjour. Bonjour, Monsieur Kamga. Vous allez bien? Je vais bien, merci. La République se porte bien? Oui, parfaitement bien. Je La ra- paix règne, le développement suit. C'est le grand capital dont a besoin un pays. Je rappelle, et c'est une tradition, qu'au début de chaque émission, nous présentons brièvement notre invité. Vous êtes le président du PADEC. C'est ça. C'est le parti Les Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun que vous avez créé en 2010. Oui. Vous étiez encore opposant. Je suis toujours opposant, mais Vous êtes je toujours suis opposant? allié du président de la République. Vous avez Opposant, ça veut dire que je suis dans un autre parti politique que le RDPC. que le RDPC, mais oui. je suis l'allié du RDPC. Je suis dans un parti d'opposition. Vous êtes, Mon parti n'est pas au pouvoir. Non, je suis de l'opposition. vous rêvez quand même être au pouvoir un jour? Un jour peut-être, oui. Quand on a créé un parti politique, c'est pour accéder au pouvoir le plus suprême. Mais sinon, j'ai déjà le pouvoir à ce moment. Nous vous C'est-à-dire, demanderons tout à Nous l'heure. avons eu le pouvoir déjà comme conseiller municipal. Maintenant, avec notre alliance, nous sommes au gouvernement. Qui peut rêver mieux? Merci beaucoup. Nous vous poserons la question tout à l'heure de savoir pourquoi vous rêvez diriger le Cameroun et vous accordez votre soutien à Paul Biya. On n'en est pas encore là, mais vous êtes avocat de formation depuis 1992. Pratiquement 33 ans que vous Oui. exercez cette profession C'est ça, oui. et vous avez beaucoup travaillé dans le domaine des droits de l'homme au Cameroun, au Rwanda, partout dans la sous-région Afrique centrale et même au-delà. Ouais. Vous avez aussi été enseignant sous d'autres cieux, enseignant de droit Ouais. et depuis 2021, vous êtes docteur en sciences politiques obtenu à l'université, thèse obtenue à l'université de Douala. Tout à fait, oui, c'est tout à fait. Vous êtes marié, père de plusieurs enfants, pas Voilà, moins de c'est 10, ça. en bon Camerounais. Comment ça? Vous avez pas moins de 10 enfants. Oui, oui, ben voilà. On ne dit pas toujours le nom de ses enfants, mais j'ai quand même un peu plus ou moins 10, oui, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup. Enfin, surtout plus. Et vous avez été dans une vie antérieure pour le compte du PADEC, votre parti, conseiller municipal à Douala 5e. Tout à fait, oui. Vous êtes donc ministre délégué auprès du ministre de la Justice depuis janvier 2019. C'est Merci tout à fait. donc d'être des nôtres. Merci de répondre à l'invitation de Naya TV. L'actualité brûlante, c'est que vous avez été reçu hier mercredi par le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Ferdinand Ngongo, dans le cadre des consultations en vue de l'élection présidentielle. Quelles sont les résolutions? Qu'est-ce qui ressort de cette rencontre? Disons, c'était une réunion de mobilisation des troupes alliées au chef de l'État, au candidat président Paul Biya. C'était une réunion de sensibilisation et de mobilisation. Et également pour exposer les stratégies que nous allons adopter pour faire la campagne, battre la campagne du chef de l'État. Bon, naturellement, évidemment, dit quels sont les moyens que nous sommes en droit d'attendre pour l'accompagnement de nos militants sur le terrain. Parce que ça va nécessiter beaucoup de déplacements. Hein, surtout, nous couvrons, le PADEC couvre le littoral, tout le littoral, qui est généralement réfractaire au système en place, c'est-à-dire qu'au régime. Le littoral est notamment Douala 5e, Douala 3e, mais en général, le Vouri est souvent difficile à convaincre. Or, c'est le fief du PADEC. C'est le siège même du PADEC aussi. Nous sommes de là-bas et c'est intéressant que nous puissions aller discuter et parler aux compatriotes de Douala
du littoral. Il y a énormément de problèmes là-bas. D'abord, le problème lié aux autochtones, qui estiment qu'ils sont un peu marginalisés sur le plan politique, qui sont une minorité qui est envahie par les halogènes et qui ne peuvent pas gagner une élection à Douala, et donc ça les frustre. Quelles sont les propositions que nous faisons pour que ce problème soit réglé? Le problème, n'est-ce pas, des minorités, les problèmes des autochtones soient réglés pour qu'ils puissent exercer une activité politique à l'intérieur de leur terroir. Parce que, d'après ce qu'ils me disent là, c'est une question fondamentale que nous pouvons aborder, que nous savons aborder, que nous avons abordé avec ces populations. Et nous allons continuer. Nous avons également l'Ouest, une partie de l'Ouest fondeuse à laquelle nous devons nous adresser. Et particulièrement dans la Menoa, puisque je fais confiance à Célestine Cortés, à Nganou Joumessi, aux autres pour le reste de l'Ouest, la Méfi, etc., le Ndé. Moi, la Menoa, il faut la prendre en main. Le chef de l'État a donné beaucoup de choses à la Menoa et il faudrait que j'aille leur rappeler qu'il n'y a aucune possibilité d'admettre que l'opposition puisse triompher dans la Menoa, qui a tout eu du renouveau. Y compris vous. Oui, y compris moi. Qui a tout eu depuis la route de la plaine des Mots. Hein, depuis que le chef de l'État est là, on a eu déjà la première chose, c'était la route de la plaine des Mots. Ensuite, la promotion de la ressource humaine Donne-moi. Donne-moi et les autres, ça dit Donne-moi. Et hier, nous avons eu le premier général, depuis l'indépendance du Cameroun, on a eu le premier général de brigade de l'armée. Et ça, ce sont des choses qu'il faut saluer et remercier le chef de l'État. Nous n'avons jamais eu ça. Donc, on a le directeur de la justice militaire, on a, enfin, je veux dire, la ressource humaine de chez nous, sénateurs, les élus, etc., elle est importante pour dissuader cette jeunesse-là qui est dévoyée, qui est un peu trompée, qui est un peu attirée par l'opposition, de dire que moi, ancien opposant farouche et radical, j'ai été là-bas longtemps avec vous et qu'il n'y a rien. Et que je vous convie à suivre le chef de l'État pour un nouveau mandat, le 8e, et celui de l'émergence, parce qu'il a pour l'émergence, c'est promis en 2035. Ça, nous sommes dans un mandat qui va finir en 2033, donc pratiquement en 2035. Vous comprenez, c'est le mandat de l'émergence. Quelqu'un ne peut pas construire un pays comme il a fait là, vous dites depuis 42 ans ou 43 ans, et puis à la fin, au lieu de faire la conclusion, vous le poussez. 7 ans, c'est vite passé. Moi, je viens de faire 7 ans, enfin presque 6 ans ici, comme ministre. C'est vite passé. J'ai été nommé hier seulement. Donc, il faut pas... Vous attendez encore un autre mandat? Il ne faut pas compromettre la paix pour un mandat. Oui, bien sûr, j'aspire à grandir. Je suis ministre délégué, j'aspire à grandir. J'ai été ministre délégué sous un ministre d'État qui était comme ma tutelle pour m'apprendre les rouages de l'administration, de la gouvernance. Je suis maintenant aguerri pour diriger un département ministériel. Vous êtes prêt de passer de ministrant à ministre? Eh bien voilà, si vous voulez cette expression favorite que j'ai. Merci beaucoup. Lors de votre entretien avec le ministre secrétaire général de la présidence de la République, vous avez donc évoqué ces mécanismes pour la réélection du président Paul Biya. Il a 92 ans, 8e mandat. Monsieur Momo, vous qui hier avez chanté rigueur moralisation, hier vous avez chanté ils ont vendu le pays, Paul Biya est fatigué, il doit partir. Est-ce que vous êtes vraiment sérieux au fond de votre âme lorsque vous demandez à un papa de 92 ans de rester au pouvoir? Oui, vous posez la même question qui m'avait été posée en 2018 lorsque j'ai rallié le président Paul Biya. En me demandant 7 ans plus tard, il est quand même un peu plus fatigué. Eh bien, il ne conduit pas les caterpillars, il ne conduit pas les camions. Il conduit plus de 30 millions de Camerounais. Il ne casse pas les cailloux. Pour conduire, ce n'est pas un véhicule. Pour conduire 30 millions de Camerounais, c'est la réflexion, c'est la tête qui compte. Est-ce qu'il a la tête? Oui. Et on vous avait vu, il y a l'autre jour, il a reçu le nonce apostolique venu, n'est-ce pas, lui le saluer au nom du pape, du nouveau pape. Vous avez vu qu'il a bon œil, bon pied, il a la bonne tête.
Et d'ailleurs, je vous précise que dernièrement, à la dernière sortie, à la fête, je crois, du 20 mai, beaucoup étaient venus voir s'il était encore vivant. Hein, parce que l'opposition reste quoi que il n'a plus sa tête, il ne réfléchit plus, c'est ça. Et je me souviens que Tomano Damjoya lui a posé la question, j'étais à côté, pour savoir, beaucoup venaient pour savoir s'il est intelligent, s'il réfléchit. Il a répondu. Il répond vraiment, monsieur, je vous dis que le président Paul Biya est capable de conduire ce pays pour le nouveau mandat. D'abord, je dois vous dire qu'il n'est pas seul. Il est avec nous. Mais vous faites tout en son nom. En réalité, nous sommes là pour lui. Nous sommes ses bras armés. Nous sommes ses pieds. Nous sommes aussi sa tête. Nous sommes les gens de l'ombre qui donnent, n'est-ce pas, au président les stratégies, les avis. Un chef a besoin des avis. Dans l'élection présidentielle qui arrive, d'abord, et je l'ai écrit dans mon livre, c'est un référendum pour savoir s'il doit continuer ou s'il doit rester, si le peuple rejette le renouveau ou pas. C'est un référendum populaire. Deuxièmement, c'est une élection au scrutin de liste et non au scrutin uninominal. Parce que les gens mettent le président de la République et son âge pour le fragiliser. Parce qu'ils n'ont pas d'autres arguments. Il a la compétence, il a intellectuelle, il a la compétence diplomatique, il a une carte de visite extraordinaire. Donc, qu'est-ce qui lui reste comme handicap? L'âge. Or, l'âge là peut être dilué dans un scrutin de liste. Scrutin de liste, comment? C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le président de la République qui part en campagne pour se battre. Ce n'est pas un homme à la rencontre de son peuple, c'est un homme et une équipe. Laquelle équipe contient dans son sein les membres farouches qui le soutiennent, comme le président du PADEC, comme le PADEC, les militants du PADEC, comme les alliés politiques, on a cité, comme les militants du RDPC. C'est-à-dire que la majorité des Camerounais qui s'est exprimée en 2018 en sa faveur est encore favorable à ce qu'il continue. La majorité. Nous sommes bien en démocratie. De toute façon, vous ne parlez pas au nom des Camerounais et le vote individuel. Je parle au nom chacun saura qui votait le 12 octobre, monsieur le ministre. Sympathisants. Je ne parle pas au nom des Camerounais de l'opposition. Je parle au nom des Camerounais de la majorité présidentielle qui constitue la majorité. Nous sommes majoritaires. Nous savons 71% en 2018. Je parle aux 71% de leur dire, n'écoutez pas les chants, n'est-ce pas, insidieux de l'opposition. Restez, gardez notre majorité. Si nous gardons la majorité de 71% acquise en 2018, nous gagnons l'élection de 2025. Monsieur le ministre, nous sommes dans votre cabinet. Vous avez des collaborateurs. Est-ce que vous les rencontrez régulièrement pour des échanges, pour le fonctionnement de votre département? Je rencontre les collaborateurs quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire. Mais sinon, c'est régulier quand même. Nous avons les notes. Oui, nous avons les notes. Vraiment, je n'ai pas besoin d'appeler tel directeur, puisqu'il m'envoie son parapheur. C'est en général, quand dans son parapheur, je ne suis pas d'accord avec la solution qu'il a prise, je peux soit prescrire une position contraire et lui instruire à la respecter, soit je peux l'appeler pour discuter, n'est-ce pas, de son point de vue. Et si je n'ai pas... très souvent, c'est comme ça. Mais si la solution qu'il a proposée à mon adhésion, je ne l'appelle pas. Vous ne l'appelez pas. J'ai plein de directeurs. Moi, je dirige... Vous les connaissez quand même? Mais bien sûr, je coordonne plusieurs directions ici. Pourquoi vous ne voulez pas que je les coordonne? Moi, que je les connaisse. Ils sont quoi? Ils sont à peine 8. Je veux dire les directeurs. Donc, je dirige, n'est-ce pas, je coordonne les activités. Les activités. Donc, ils sont à peine 8. Mais le président Paul Biya vous a nommé en 2019, bientôt 7 ans, monsieur Momo. Oui. Est-ce qu'en dehors des cérémonies officielles, vous avez déjà eu un seul échange avec le président Paul Biya, soit pour parler, puisque vous êtes membre du G20, donc de par votre haut statut politique, vous pouvez le rencontrer pour échanger
des problèmes politiques de la nation, mais aussi beaucoup plus quand même en tant que ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Est-ce que vous avez déjà eu un seul entretien en 7 ans avec le président? La réponse, la question est fermée, s'il vous plaît. Oui, non? Je ne peux absolument pas avoir de questions fermées, ok? Vous pouvez poser vos questions. Si vous l'avez déjà rencontré en privé, c'est oui. Si ce n'est pas le cas, non. Fermez vos questions. Quand vous les posez, vous les fermez. Moi, je ne ferme pas mes réponses. Vous ne fermez pas non plus mes réponses. C'est ma liberté d'expression. Avez-vous déjà rencontré en tête à tête vous ne la bloquez Paul pas. Biya, oui ou non? D'abord, votre question est insidieuse. Pourquoi? Oui, je l'entends. Je l'entends raisonner de manière insidieuse dans la rue. C'est une question que vous avez rapportée de la rue. C'est une question que vous avez rapportée de l'opposition radicale à laquelle je ne parle pas au nom de l'opposition, monsieur. Je suis journaliste. Le journaliste est le véhicule de transport de la rumeur publique. OK? Même de l'information. Cette rumeur, elle est donc fondée ou pas, monsieur le ministre? Répondez et puis nous allons avancer. On va avancer. OK? Le journaliste est donc le véhicule du transport, y compris de la rumeur, y compris de... Parce que vous venez pour vérifier si c'est vrai. Est-ce que je l'ai rencontré ou pas? Répondez. Alors, monsieur le président de la République, c'est une étape complètement supérieure. Il a un chef de gouvernement qui s'appelle le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Je suis membre du gouvernement de Dion Bouté. Mon chef direct, c'est lui. Ensuite, en tant que ministre délégué, j'ai un supérieur hiérarchique qui est le ministre d'État. Vous êtes dans l'administration, monsieur. Vous voulez sauter les étapes, vous êtes dans l'administration. Vous voulez qu'un ministre délégué saute le ministre d'État, saute le Premier ministre pour aller directement parler au plus haut sommet, au président de la République. C'est dans quelle administration on fait ça? Dans l'administration, vous allez voir qu'un simple subalterne va aller directement voir le directeur sans voir le directeur adjoint qui est son supérieur hiérarchique. Est-ce que c'est comme ça que vous avez construit l'administration là? Alors dites-leur à ces gens que vous envoient dans la rue, poser ce genre de questions, que l'administration ne fonctionne pas comme ça. Le président de la République ne reçoit pas les gens de cette manière-là. Il vous appelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, concernant mes collaborateurs, si j'ai posé un acte et sur lequel il veut attirer mon attention ou sur lequel il veut discuter avec moi pour savoir pourquoi j'ai posé cet acte. Parce qu'il reçoit les notes. Il reçoit nos notes. Il reçoit les notes, mes notes. S'il voit que dans ma note, il y a quelque chose qui attire son attention, dont il veut creuser, élaborer avec moi, à ce moment, il m'appelle. Mais sinon, il fait comme moi je fais avec mes directeurs. Si je vois qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, moi, je signe le document et je l'approuve. Je signe, j'approuve. OK, quand je signe, j'approuve ce que le directeur fait. Quand je ne signe pas, quand je n'approuve pas, je peux l'appeler. Or, jusqu'à maintenant, il a approuvé tout ce que je fais. Mon supérieur est même d'abord là. C'est lui qui approuve. Alors, nous retenons pour la bienveillance de nos téléspectateurs qu'en 7 ans, pratiquement, vous n'avez pas eu d'échange personnel avec le président de la République. Nous retenons qu'en 7 ans, j'ai des supérieurs qui passent, qui transmettent votre message. Nous retenons que l'administration est structurée, et elle fonctionne normalement. Maintenant, monsieur Momo, en tant que président du PADEC, membre du G20, qui donnait de votre énergie, de votre temps et de tous vos moyens, comme vous le faites en ce moment sur notre plateau pour défendre le président Paul Biya, est-ce qu'au moins à ce titre, vous avez déjà eu des échanges sur la stratégie, puisque vous avez été reçu par son secrétaire, parce que je rappelle que de part de la présidence de la République, en réalité qui est le secrétaire administratif du président de la République, est-ce qu'à ce titre encore, ça ne dérange pas au moins? Ça ne dérange pas, tout simplement parce que sur le plan du parti, celui qui gère le parti, c'est le secrétaire général du comité central. Monsieur le Premier ministre, vice-premier ministre Jean Coeté. Avec lui, j'ai des entretiens quotidiens. Et donc, lui, il rend compte au président national de son parti. Avec lui, j'ai des entretiens quotidiens pour discuter de la marche du parti. C'est avec lui, c'est mon collaborateur, c'est mon vis-à-vis. Pourquoi vous voulez que ce soit le président national là-bas? C'est lui, il a quelqu'un. Au niveau du gouvernement, il a le premier ministre. Au niveau du parti, il a le secrétaire général du comité central qui s'occupe sur le terrain des questions liées à la politique. Quand moi je suis fâché sur ou quelque chose comme ça, moi je m'adresse au secrétaire général
du comité central pour lui dire le PADEC n'est pas d'accord sur cette position parce que voici ce que vous avez fait, etc. Et on s'accorde. Je suis avec lui au quotidien. Vous êtes Donc, ensemble au quotidien. le PADEC n'a vraiment aucune inquiétude par rapport à ça. Par rapport Aucun reproche à faire au Mhm. gouvernement, Merci. ni au parti. Merci, Chicham de Dieu Momo. Nous allons donc évoluer dans cette émission de Sans Tabou que vous regardez sur Naya TV. Nous recevons donc le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Gad Dessau. Il est également le président national du PADEC. Nous parlons de l'élection présidentielle à venir dans cette première partie. Monsieur Momo, lorsqu'on regarde le président Paul Biya et sur la base de tout ce que vous venez d'expliquer, est-ce qu'au fond, vous ne détestez pas le président de la République? Nous sommes tous africains et en Afrique, lorsqu'on a un certain âge, lorsqu'on voit la population, le dynamisme de sa population, on se dit, le président en tant que grand sage, grand conseiller, c'est ce que Dieu lui a donné, il mérite se reposer aussi. Il se repose pourquoi? Oh, il a une charge. Il a sa croix comme Jésus-Christ a porté la sienne. Quand on a une charge de porter le Cameroun, on n'a pas le droit au repos. Il n'a pas le droit, ce serait de la haute trahison s'il abandonne la charge que le bon Dieu lui a confiée. Vous croyez que le bon Dieu confie les charges comme ça à tout le monde? Il est président parce que le bon Dieu a voulu qu'il soit président. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait même placé là-bas? Du temps d'Aïjo, il y avait les ministres plus puissants que lui. Il y avait les ministres plus visibles que lui. Mais c'est lui que le bon Dieu a choisi. C'est la volonté de Dieu. S'il refuse, et nous le lui avons dit, quand il hésitait, que monsieur, vous avez la responsabilité de conduire ce peuple jusqu'au bout. Sinon, ce serait une haute trahison. Vous ne pouvez pas aller, vous avez promis l'émergence en 2035. Nous sommes à la porte de 2035. Vous ne pouvez pas abandonner. Vous ne pouvez pas abandonner les troupes au front. Et le général abandonne les troupes au front, ce n'est pas la lâcheté, ce n'est pas la haute trahison. Il peut. Bon, maintenant, sur un plan africain, vous, M. Kamga, quand votre grand-père, vous lui dites d'aller se reposer au village, vous n'allez pas vers lui toujours? Il est toujours au village. Il est au village depuis. Mais vous croyez, le village est virtuel, le village aussi c'est Etoudi, non? Vous croyez que Etoudi, ce n'est pas le village? Vous voulez seulement que le village soit en Vormeka. Le village c'est aussi Etoudi. Le Cameroun a ses villages un peu partout. Etoudi, c'est un autre village. Qu'est-ce que vous croyez? Que le village c'est seulement aller à Vormeka? Non, il est au village. Il est tranquillement là, à Etoudi, au village. Et il reçoit. Il a reçu le nonce apostolique pour lui prodiguer des conseils. Il nous reçoit pour nous prodiguer des conseils, des orientations, pour dire faites ceci, faites cela. Il nous oriente. Et nous sommes sur le terrain pour faire sa politique. Pourquoi vous dites qu'en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui se brûle? C'est parce que le vieillard a atteint un sommet de la sagesse, que nous prions tous pour qu'il ne meure pas. Nous prions tous. Et pourquoi au Cameroun, j'ai le sentiment qu'on prie que le président meure, ou qu'il parte, qu'il quitte? Non, 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 non. Est-ce que c'est vraiment en rapport avec la philosophie africaine qui sacralise le vieux? Vous trompez. La démocratie occidentale, là, est en train de nuire à la jeunesse africaine qui prend la bénédiction en pensant en mal à son grand-père, à son père, à un vieillard. Au lieu de le respecter, le vieillard en Afrique est respecté, vénéré, vénéré. On ne lui dit pas d'aller se reposer, d'aller mourir. Parce qu'aller se reposer là, j'entends que tu ne peux pas mourir là, va mourir, va contenter. Non, le PADEC peut se porter candidat, Jean de Dieu Momo, il devient président de la République et il va demander conseil à Paul Biya Mvomeka. Oui, ça c'est une possibilité. Mais pourquoi remplacer quelqu'un qui est plus fort que moi? Est-ce que je serai un patriote? Est-ce que j'aime le Cameroun? Et je sais que quelqu'un est plus fort que moi, que Paul Biya est plus intelligent que moi, qu'il a une carte de visite qu'il a une influence mondiale que je n'ai pas. Moi, Momo, je prends la République là, en la place de Paul Biya. Vous-même, vous allez accepter. Vous allez trouver que je suis un patriote. Oui. Non, je ne suis pas un patriote. Parce que je ne peux pas laisser le meilleur pour choisir le moins meilleur. Donc vous dites qu'en dehors de Paul Biya, personne d'autre n'est intelligent pour gouverner le Cameroun, pour diriger le pays. Personne n'a sa prestance. Personne n'a ses qualités. Regarde, M. Kamga, moi, opposant radical hier, presque révolutionnaire, présent dans tous les coups fourrés,
signataire de toutes les oppositions du radicalisme. Il n'a pas tenu compte de ça. Il aurait été vindicatif que je serais même en prison. Ou peut-être mort. Dans un cimetière, enterré. Il m'a nommé ministre délégué. Issa Chiroma, qui vient de démissionner, a été un opposant radical vindicatif. Le moment de le nommer venu, il a nommé. Il ne tient pas compte de nos lubies, de nos faiblesses, de nos oppositions irréfléchies. Il veut tirer le meilleur de chacun pour gouverner. Combien de présidents feront comme lui? J'en connais que si vous le mettez là-bas, ils vont mettre tout le monde en prison. J'en connais que si vous les placez un peu là-bas, ils vont régler les comptes à tous ceux qui les ont insultés quand ils étaient étudiants. Or, Paul Biya, lui, il ne fait pas attention à ça. Il ne fait pas attention à vos colibets. Parce qu'il est sage. Oui, c'est une sagesse. Ça dit qu'il faut atteindre un haut niveau. Moi, c'est ce que je suis en train d'apprendre, monsieur. C'est pour ça que je vous ai dit, vous avez dit votre émission est sans tabou. J'aurais pu la refuser. En raison des initiés avec votre journal. Des initiés que j'entends, ça dit que les mots que votre Jean-Paul Tagne, par exemple, Jean-Bruno Tagne dit contre moi, par exemple, vous voyez, j'aurais pu dire non, cette télé-là, elle est hostile à Momo. Hein? Nous ne sommes hostiles à personne. Non, non, je suis en droit. Hein, quand j'entends ce qu'on dit en privé sur moi, quand je lis ce qu'il écrit sur moi, j'aurais pu dire, mais là, c'est privé, monsieur. Une télé de Jean-Bruno Tagne, moi, je ne veux pas. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, votre sang-froid que vous avez gardé, vous l'apprenez du président Paul Biya. Oui, je suis en train d'apprendre à recevoir, encaisser tous les colibets, toutes les injures. D'accord? Il y en a qui me vouent à toutes les gémonies. Il y a même des amis qui m'ont même porté plainte. Mais ça n'empêche que je leur demeure fidèle en amitié. Vous comprenez? Nous allons évoluer dans cette émission, j'ai des amis le d'enfance, ministre. des camarades d'enfance. Regardez, même Zébazé Benjamin, c'est mon ami d'enfance, mon camarade. Mais lui et moi, on est chien et chat. Mais quand on est au village, on oublie ça. On ne parle pas de ça. Donc, vous faites la part des choses. Oui, on fait la part des choses. On fait la part des choses, nous allons évoluer. Paul Biya fait la part des choses. Merci. Il n'y a pas meilleur président que lui, à mon avis. Moi, j'ai été son opposant radical. Et je dis, papa, je vous donne les mains. Parce que la façon d'encaisser, sa façon d'encaisser est tout simplement extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous avez parlé tout à l'heure de Issa Chiroma Bakary qui a démissionné du gouvernement. C'était le 24 juin dernier. Le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maïgari, s'est également retiré. Sous d'autres cieux, vous avez dit, vous, la démission n'entre pas dans votre tête. Comment est-ce que vous avez apprécié la démission de ces membres du gouvernement qui, comme vous l'avez dit, étaient opposants hier, se sont ralliés et aujourd'hui se retirent? Disons que dans un premier temps, j'ai été choqué par la démission de Issa Chiroma. Mais après réflexion, je l'ai comprise. De tout temps, il a toujours dit que le jour qu'il est là pour le président Paul Biya, il a toujours dit qu'il est là pour le président Paul Biya et n'est pas là pour le RDPC. Et donc, qu'il ait démissionné pour être candidat à la présidentielle m'apparaît tout à fait normal. C'est le jeu de la démocratie. Il n'était pas enfermé. Il a accompagné le président Paul Biya, mais il n'est pas enfermé. Celle de Bello Bouba, je la comprends encore davantage. Il a toujours été candidat. Et sa base lui dit, non, vous êtes notre candidat, vous serez toujours notre candidat. Donc, ce sont des démissions normales. Ce sont des chefs de parti politique. Vous comprenez? Moi aussi, j'aurais pu, si j'avais réuni les mêmes conditions que, c'est-à-dire, si j'ai des élus, par exemple, vous auriez pu être en droit d'attendre que je démissionne pour présenter ma candidature, si je mesurais que mes forces seraient victorieuses. Ou opposables. Oui, opposables à celles, n'est-ce pas, du président Paul Biya. Mais j'estime que mon capital électoral est infiniment petit pour affronter le président Paul Biya. Donc, quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Je porte donc son sac. Je l'accompagne dans sa quête, dans sa trajectoire.
et je reçois les retombées politiques de l'accompagnateur que je redistribue à mes militants. Donc, c'est un contrat gagnant-gagnant. Je gagne, il gagne, un allié, je gagne en étant son allié, et mes militants gagnent en retombées qu'ils me donnent pour redistribuer à mes partisans. Donc, et si, ils sont trop si les contents. militants du PADEC faisaient autant que ceux de l'UNDP ou du FSNC, vous démissionnerez du gouvernement? Disons que c'est une question d'explication. En 2018, on s'est retrouvé dans ce chapitre que vous évoquez là, où certains militants disaient qu'il fallait que je sois candidat. Et d'autres estimaient que nous ne pouvions pas gagner. Et nous avons donc opté pour soutenir le chef de l'État. Il y avait ceux qui voulaient qu'on soutienne le MRC, le frère du village, etc., pour toutes des raisons un peu tribales, tout ça. Et nous, on s'était dit, on n'est pas un parti tribal, on est un parti de la République, on est républicain, on ne veut pas, on veut le meilleur pour le Cameroun. Donc, on avait choisi de soutenir le président Paul Biya. Même si cette opposition à l'intérieur de notre camp était venue à jour aujourd'hui, nous aurions fait le même choix, c'est-à-dire de soutenir le chef de l'État, quitte à ce que ceux qui sont contre nous, c'est-à-dire que s'ils ont été minoritaires, démissionnent comme ils ont démissionné. Mais ceux qui ont démissionné en 2018 sont tous revenus. Et cette année, il n'était même pas question que nous puissions affronter le président Paul Biya. Tout le monde est unanime de soutenir le président Paul Biya parce qu'eux, ils voient les redistributions. Le parti politique, c'est pour la conquête du pouvoir. La conquête du pouvoir, ce n'est pas seulement la chaise, le fauteuil présidentiel. La conquête du pouvoir, c'est aussi un poste de ministre délégué où on peut avoir des retombées du soutien, des récompenses politiques à redistribuer, n'est-ce pas, à sa base. Est-ce que Jacques Famdongo est tribaliste? Comment le saurais-je? Je ne crois pas. Parce qu'il soutient son frère du village. Non, je ne crois pas qu'il soit tribaliste, non. Parce que vous venez de dire dans vos propos que soutenir votre frère du village relève du tribalisme. Non, c'est pas... Monsieur le ministre, est-ce que posez les questions et laissez-moi répondre. C'est pas ce genre de propos justement qui distrait l'opinion, bien évidemment. Et j'ai dit, et je suis encore présent ici sur votre plateau, vous avez dit sans tambour. Ce n'est pas donc pour me piéger. J'ai dit, et je répète, que lors de nos discussions, il y avait ceux qui disaient qu'il faut soutenir le frère du village. C'est clair. Est-ce que j'ai dit que c'est le PADEC qui a dit que ça? Soutenir le frère du village, est-ce un acte tribaliste? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais la politique ne se réduit pas au frère du village. La politique nationale ne doit pas se réduire. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été mis en minorité. Ils ont perdu. Ils se sont fâchés. Ils ont démissionné. Mais aujourd'hui, ils sont revenus en disant « Ouais, papa, c'est toi qui avais raison. » Moi aussi, je peux me tromper, comme je m'étais souvent trompé. Et quand vous réalisez que vous êtes trompé, ne tournez pas en rond, revenez sur le bon chemin. Ils sont tous revenus à la maison. Et nous sommes contents d'avoir leur soutien aujourd'hui, leur appui. Même ceux qui ont perdu les postes. Je leur ai dit, vous avez perdu votre poste, quelqu'un a déjà pris. Hein, comme on dit au Cameroun, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Donc, ils ont perdu, mais j'ai essayé de les réhabiliter dans d'autres postes de responsabilité. De responsabilité. Oui. Bien évidemment, le corps électoral est déjà convoqué. Il y a donc cette mouvance d'ex-alliés qui regagnent l'opposition. Lorsque vous regardez tout ce qui se trame aujourd'hui de part et d'autre, est-ce que vous n'avez pas peur que votre alliance perde l'élection présidentielle du 12 octobre? Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, je crois que notre alliance a le vent en poupe. Notre alliance ne peut pas perdre l'élection du 12 octobre. Pour la simple raison que moi, le candidat que la presse occidentale et nationale présente comme le challenger depuis est sous les ténoirs, depuis 2 semaines est sous les ténoirs. Vous parlez de qui? De Maurice Kamto. La presse internationale, quand je regarde France Inter, RFI, quand je lis la presse nationale, quand je lis dans les réseaux sociaux, c'est le candidat du MRC qui était présenté comme le challenger. Donc c'était une opposition entre le premier de 2018 et le second de 2018. Oui. C'était un challenge. Or, vous avez pu constater que depuis la démission de Issa Chiroma, de Bello Bouba, depuis l'annonce de leur candidature, Maurice Kamto est sous les ténoirs complets. Il n'est pas audible du tout. Il essaie de se battre, de faire des publications que personne ne lit plus. Parce qu'on est tous concentrés
maintenant sur les nouveaux acteurs qui sont arrivés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'électorat de cette opposition-là est en train d'être dilué parmi plusieurs candidats. Tandis que la majorité présidentielle de 71% reste tranquillement soudée auprès du président de la République. Tout en essayant de grappiller l'opposition, dans l'opposition. Vous comprenez? Donc, de cette façon-là, vous regardez qu'en 2018, eux, ils étaient candidats déjà. Les tous ça étaient candidats. Donc, c'est les 71% que nous devons préserver. Moi, je suis dans les 71%, comme en 2018. Je m'adresse aux 71% de ne pas fléchir, de rester mordicus avec notre champion. Et au besoin, on grappille maintenant. Et en face, vous dites à ceux qui sont perdus entre Kamto, Bello, Bouba, Chiroma, Cabral, de vous rejoindre. Pour que nous gagnions à plus de 71%. Pour que nous passions de 71% à 80%. Nous allons gagner de 71 à 80%. Pour la simple raison que le principal challenger, si on en croit la presse occidentale, Maurice Kamto Don du MRC, n'ayant pas participé à l'élection de 2020, n'a pas de représentant possible. Et donc, le MRC ne pourra pas le présenter comme candidat. Et s'il prend un parti Yango, comme on dit, un parti Tarsi, il ne pourra pas avoir l'adhésion de toute la totalité des militants du MRC. Donc, il sera fragilisé. Il n'aura plus les 14%. Il descendra entre 5 et 10%. Il descendra chez les candidats. Ensuite, le MRC vient d'introduire un recours au Conseil constitutionnel pour contester la convocation du corps électoral. En fait, il dit clairement que le corps électoral convoqué n'existe pas. Voilà, c'est ce qu'il dit. D'accord? Alors, vous ne pouvez pas dire cela en tant que formation politique, parti politique, MRC, et venir investir un candidat au cours de la même... vous êtes d'accord avec moi, non? Ce serait une incongruité que vous alliez au tribunal et que par derrière, vous allez aller comme déposer un dossier de votre candidat, alors que vous avez introduit un recours. Ça veut dire que vous acceptez, vous n'êtes pas en cohérence avec ce que vous avez déposé. Donc, le MRC, il reste 6 jours, il ne va pas déposer de candidat. Et vous êtes content? Et je suis content parce que je viens d'éliminer un adversaire sur tapis vert, sans combat, sans aller l'affronter. Et les autres vous font moins peur? Et ils me font moins peur. Parce que je connais les résultats de 2018. Je le conseil de ça, que gagner ça. Moi, je grappille maintenant les voix du MRC de 2018. C'est 14%. Je prends peut-être 10% dedans. OK? Pour ajouter à nos 71%, ça nous donne 81%. Ça s'appelle les mathématiques électorales, monsieur. Ça nous donne 81%. Et les 4% qui devaient rester au MRC seront dilués entre le Akeremuna, Bello Bouba, Issa Chiroma. Nous aurons pris le gros là-bas. Voilà comment je vois notre avenir politique. Plus rayonnant encore. Rayonnant. Et vous souriez? Et oui, je souris parce que ça me fait une fois du coup passer ministre, ministre plein, peut-être ministre d'État, qui sait, on peut rêver. Hein? Donc, on est à un moment où de toute façon, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Merci. Jean de Dieu Momo. Vous êtes ministre délégué à la justice et vous venez... Plus pour longtemps. Après le 12 octobre, je vais à l'étape supérieure. Merci, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Non, logique, vous avez évoqué le mandat impératif avec l'article 15 alinéa 3 de la Constitution. Le MRC qui quand même récemment a présenté des conseillers municipaux, députés suppléants. On va rapidement passer dessus parce qu'on ne doit pas refaire les cours de droit ici. Bon, voilà. Non plus, nous ne sommes pas les agrégés qui ont déjà tablé longuement sur la question. Mais vous, de votre posture de garant aussi des textes de la justice de notre pays, faut-il s'attarder sur ces éléments pour éliminer un candidat que vous redoutez? Non, je ne le redoute pas. On ne peut pas, un candidat, je ne redoute pas 14%. Quand j'ai 71%, je ne redoute pas 14%. L'expérience politique, et je suis un politicien, montre que à la première présentation à une élection, on a l'espoir, on suscite l'espoir. Donc on a le maximum de suffrage. Le monsieur Kamto, sa première élection présidentielle, c'est 2018, avait le maximum d'espoir porté sur lui. Il a eu 14%.
La seconde présentation, regardez tous les candidats. La seconde présentation à une élection, vous baissez. Vous ne pouvez plus avoir les 14%. Vous baissez, vous tombez. Parce que les gens sont déçus. Les gens qui avaient espéré que vous alliez gagner ont trouvé que vous n'avez pas fait. Regardez depuis Fundi, regardez tout le Bello, les Dame Joya. Regardez, faites la lecture de tous ceux qui se sont présentés à la première fois. Pour la première fois. Ils ont le score exponentiel. À la deuxième fois, ils tombent. À la lecture justement de tout ce que vous présentez, comment est-ce que vous pouvez expliquer cette dégringolade, selon vous, du mouvement pour la renaissance du Cameroun? C'est logique, c'est la déception. Les gens ont eu de l'espoir, de l'attente. On espérait qu'il va faire mieux que les autres. Et malheureusement, il a fait pire que les autres parce que... Pourquoi a-t-il fait pire à votre avis? Parce que ce sont ses principaux lieutenants qui ont commencé à l'abandonner. Les Penda et Koka, paix à son âme. Les Paul-Éric Kingé, paix à son âme. Les maîtres Ndoki, qui est encore là, mais qui le critique ouvertement. Les Célestin Jamen, qui le vomissent. Donc, quand vos principaux soutiens vous détestent, vous attendez quoi de l'électorat qui ne vous connaît pas? Quand les gens qui ont dormi avec vous, qui ont mangé avec vous, vous détestent, ça veut dire qu'ils vous ont percé à jour. Ils vous connaissent. Ils ont dormi avec vous, ils ont mangé avec vous, ils vous connaissent. Vous êtes dans le système, vous connaissez les méandres de la politique au Cameroun. Beaucoup se posent quand même cette question et nous avons la chance de vous avoir aujourd'hui. Nous vous la posons. Est-ce que Maurice Kamto est un pion du régime pour distraire l'opinion? Oh, je ne crois pas. Je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas que ce soit un pion du régime pour distraire l'opinion. Non, c'est un professeur d'université de talent. J'ai toujours aimé répéter que j'ai lu son livre du droit processuel en droit administratif. Parce que lui et moi, on n'est pas de la même branche. Moi, je suis du droit privé. Lui, il est du droit public. Et dans sa branche, il a écrit un livre qui est intéressant. Ça dit qu'on peut être avocat partout, n'est-ce pas? Mais chacun a une branche. C'est comme les médecins. Il y a les gynécologues, il y a les dentistes, il y a les spécialités. Oui, non. Donc, même en droit, c'est comme ça. Lui, sa spécialité, il est bon dans sa spécialité. Moi, je suis pénaliste, je suis avocat pénal international. Revenons sur le champ politique. Voilà. Donc, sur le champ politique, il n'a pas véritablement, comme aurait dit le professeur Joseph Onapé à son âme, le politicien a décoiffé le professeur. Parce que, ou le contraire, je ne sais pas trop bien ça, il voulait dire que le professeur, qui était grand, qui était respecté, s'est dévoyé un peu en politique. Vous comprenez? Par exemple, je prends un exemple tout de suite. Voilà un professeur qui vient sur le champ politique faire de l'expérimentation juridique. Il est en train de faire de l'expérimentation juridique en matière de mandat impératif. C'est l'expérimentation juridique qu'il veut faire. Comment on veut préparer sa thèse, on fait ses recherches, non. Maintenant, le même fait de l'expérimentation juridique en saisissant le Conseil constitutionnel pour contester la convocation du corps électoral. En se fermant, il va avoir une jurisprudence. Hein? Il va avoir une décision de la justice. Mais il s'est fermé la porte. Il s'est tiré une balle au pied. Il s'est fermé la porte parce qu'il ne peut plus être candidat sans être ridiculisé par toute la communauté juridique internationale. Tous les juristes vont se moquer de lui s'il se présente. Donc, il s'est fermé la porte, il ne va pas se présenter. Donc, vous dites à Maurice Kamto aujourd'hui, parce que vous dites que le corps électoral est inexistant, prenez la peine de vous retirer et de nous laisser avancer. Comment ça? Vous dites à Maurice Kamto aujourd'hui, puisque vous dites que le corps électoral est inexistant du point de vue juridique, retirez-vous donc en toute Non, je ne lui demande pas de se humilité. retirer. Qu'il fasse ce qu'il veut faire. Mais il s'est fermé la porte. Vous comprenez? Vous attaquez le corps électoral en justice. Maintenant, vous allez présenter votre candidature en tant que qui? Pour quel corps électoral? Puisque vous ne savez pas quel corps électoral a été convoqué, non. Vous allez donner votre candidature pour attendre le vote de quel corps électoral. Vous comprenez ça maintenant? Lui, il dit que le corps électoral est inexistant.
Est-ce que ce sont ceux qui sont inscrits ou est-ce que ce sont ceux, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il a dit là. Bref, il s'est fermé la porte. D'accord. Il deviendrait ridicule au regard de tous les juristes du monde entier si par la suite il venait à être président et candidat par le MRC. Deuxièmement, il deviendrait encore ridicule s'il allait prendre un parti Yango après avoir longtemps discouru sur le mandat impératif en disant que non, 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 j'ai les élus, j'ai les élus. Mais vous comprenez? Il s'est fermé la porte. Que ce soit la porte du MRC ou que ce soit la porte personnelle du parti Yango, il s'est fermé toutes les portes. Monsieur le ministre, de manière un peu plus sérieuse. Et il s'est... parce que vous pensez que tout ce que nous faisons là, ce n'est pas du sérieux. C'est sérieux, soyons encore un peu plus sérieux cette fois-ci. Il s'est fermé les portes de la contestation éventuelle. Il ne sera pas crédible à appeler les gens à une marche blanche. On vous a compris. Il s'est fermé toutes les portes. Je veux que vous disiez ça à vos téléspectateurs. Vous l'avez déjà fait. Voilà. Vous êtes le ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Qu'est-ce que ça coûte quand même aussi à Elections Cameroun de respecter l'article 80 du Code électoral en rendant publique la liste électorale nationale? Oh, comme vous avez dit, vous avez interpellé les CAM. Moi, je suis ministre de la Justice, je suis là pour administrer la justice, je ne suis pas là pour administrer. Ça fait partie des éléments de la justice. Non, l'affaire n'est pas encore en contentieux. Vous êtes aussi politicien. Non, l'affaire, je connais les affaires qui sont en contentieux, qui sont au tribunal. D'accord? Je ne veux pas aller chercher dans une administration quelque chose qui n'existe pas. Quand ça viendra en contentieux, comme l'histoire que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire que la requête contre la convocation du corps électoral, vous pourrez me poser la question, on pourra se prononcer. Mais ici, c'est une administration, allez leur demander et ils vous donneront la réponse. Ouais. Vous regardez Sans Tabou sur Naya TV, à tout de suite. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Retour sur ce plateau avec notre invité, Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il est également le président national du PADEC, membre du G20, qui accorde donc une fois de plus tout son soutien à Paul Biya pour être candidat à sa propre succession lors de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Monsieur le ministre, on va parler un tout petit peu, on va quitter la politique propre, l'élection présidentielle, pour parler un tout petit peu de la justice cette fois-ci, même si la gestion de la cité est concernée. Vous avez récemment déclaré qu'il n'y a pas de trou, que vous ne voyez pas de trou dans les rues de Yaoundé. Est-ce qu'entre-temps, vous les avez vus? Oh là là, je crois que c'était un problème de sémantique. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas les trous, ni la poubelle à Yaoundé. Vous avez dit quand vous partez de chez vous, vous ne les voyez pas. Oui, parce que, monsieur, ce n'est pas moi qui conduis, je suis derrière, je suis dans la voiture. Je pars tôt. Vous avez vu comme j'arrive ici, vous avez vu, il n'y avait pas beaucoup de gens. Je vais tôt au bureau. Je rentre tard au bureau. Vraiment, je n'ai pas le temps de regarder à travers la fenêtre pour voir s'il y a les trous. Et ma route, elle est bitumée. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Maintenant, oui, bien sûr. Il y a les influenceurs, les journalistes, vous suivez les médias et tout ça. Là aussi, vous ne les voyez pas. J'ai vu les photos, les vidéos
qu'on m'a renvoyé pour dire que Momo, voici les trous là. Je suis sorti. Je suis allé à Mendon, quelque part là-bas, à Mendon là, où j'ai vu, il y a une route qui était abîmée. J'ai vu les ordures amassées au bord de la route. J'ai vu. Je vois les ordures au bord de la route. Je vois les trous sur la chaussée. Je les vois. Je les vois quand je Donc, sors. avant cette sortie, vous ne les je aviez vous ai dit pas... que la sortie en question, le journaliste avait fait comme vous êtes en train de faire là, comme c'était une évidence. Je lui ai dit que je n'habite pas dans la rue. Je n'habite pas non plus dans un quartier populaire. Enfin, si on peut dire que j'habite à 25 quartier populaire. Mais quand je quitte de chez moi à mon bureau, je ne vois pas les ordures ni les rues. Parce que de toute façon, je ne suis pas là pour chercher les ordures et les rues. Il y a ceux qui ont intérêt à dépeindre leur pays, à dépeindre leur ville, à voir les ordures. Même le président de la République a dit que la voirie urbaine est mauvaise, non? Le président de la République sait. Donc vous pouvez dire que moi j'ai contredit le président. Je dis en ce qui me concerne. Moi, je vois par exemple les gens qui se battent, les Dénoncer Bayamsela. n'est pas dépeindre, monsieur Momo. Je vois ceux qui se battent dans la rue. Je vois les Bayam Salam. J'aimerais, et je répondais à ce journaliste, que j'aimerais qu'il voit aussi les Bayam Salam qui se battent, qu'il voit aussi les jeunes qui travaillent là-bas dans les quartiers, qui travaillent à gagner leur vie. Je ne voulais pas qu'on voit seulement ce qui est mauvais. Il ne faut pas dépeindre seulement notre pays, voir ce qui est mauvais. Moi, je vois aussi ce qui est beau. Je vois les trous, oui, bien sûr, mais je vois aussi les choses qui avancent. On ne va pas être toujours dans le Cameroun bashing tout le temps. Voilà, c'était là mon message. D'accord, c'est bien compris. Depuis que vous êtes ministre, ça fait 6 ans, très bientôt 7 ans, plus précisément en janvier prochain. Quels sont les projets sur lesquels vous avez travaillé et dont vous pouvez être fier aujourd'hui s'il vous était donné de présenter votre bilan en tant que ministre délégué? Disons que je me suis efforcé à mon niveau de faire le travail qui m'est confié au ministère de la Justice. Mais notamment, je me suis beaucoup battu dans le chantier du respect des droits de l'homme. Vous ne les voyez pas souvent parce que ce n'est pas public. Mais je continue d'être l'avocat du peuple. Autrefois, on m'appelait avocat du peuple. Aujourd'hui, on m'appelle ministre du peuple. Parce que je suis toujours près de ce peuple pour lui apporter le secours. Je suis le ministre qui reçoit le plus des usagers ici. Sans tabou, comme votre émission, c'est sans tabou là. Je les reçois les mercredis, c'est journée porte ouverte. Et vous allez voir que chaque mercredi, à partir de 9h, 10h, moi je reçois à 11h. Mais à partir de 10h, vous voyez déjà les gens s'agglutiner ici. Je reçois de 11h à pratiquement 15h. Les mercredis, tous les mercredis. C'est-à-dire le tout venant. C'est-à-dire les gens qui viennent sans audience. Ils remplissent juste une feuille pour indiquer l'objet, n'est-ce pas, de leur visite. Je les reçois. Monsieur, vous croyez que je les reçois pour faire quoi? Pour résoudre leurs problèmes. C'est des problèmes qui traînent en justice. C'est des problèmes. Les Camerounais ont des problèmes. Ils ont besoin de quelqu'un pour résoudre ces problèmes. Moi, je suis là pour ça. Donc, dans ce chapitre-là, je le fais. Il y a des puissants qui abusent de leur puissance contre les faibles. Je suis là pour veiller à l'égalité, à remettre les pendules à l'heure. Je suis là pour dire au procureur général, on m'a signalé telle situation dans votre secteur de commandement. Demandez à votre substitut d'aller me régler ça. Vous avez quand même une fonction qui est partagée entre l'exécutif et le judiciaire. Oui. C'est quand même délicat. Oui. Mais vous, défenseur des droits de l'homme, il y a par exemple ce problème qui nous tient à cœur, celui de harcèlement sexuel contre la personne du président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun envers un ancien chef de cabinet qui a été licencié et bien d'autres. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce dossier. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est au tribunal? Bien sûr, c'est bien au tribunal de Yaoundé, centre administratif. Et il y a un contentieux sur licenciement abusif au tribunal de grande instance du Mfundi. Vous, quand vous voyez une personnalité représentant de la plus prestigieuse institution de défense des droits de l'homme de votre pays être accusé dans ce genre d'affaires, vous, est-ce que vous n'êtes pas un peu sidéré? Je vais vous dire une chose, je ne suis pas là pour parler des affaires personnalisées.
Je ne peux pas parler des affaires individuelles de chacun. Et moi, je ne souhaiterais pas évoquer une affaire qui est pendante devant la juridiction. Vous savez qu'en vertu de la séparation des pouvoirs, je suis tenu de ne pas m'immiscer dans les affaires de la justice. J'interviens au niveau de la justice simplement dans le cadre du respect des lois, à travers le procureur général. Nous sommes le ministère public, en fait. C'est nous le ministère public. C'est nous qui instruisons de mettre aux arrêts, mais nous ne rendons pas les décisions. Nous prenons des réquisitions. Donc, sur cette affaire, par exemple, comme les autres, vous dites à la justice de faire son travail. Je vous ai dit qu'en vertu de la séparation des pouvoirs, le ministre ne peut pas donner des injonctions à une juridiction. Ce n'est pas possible. Mais quand vous parlez de la séparation, du harcèlement sexuel, vous devez vous rappeler que moi, je suis, dans une autre vie, le champion qui luttait contre le harcèlement sexuel. C'est moi qui ai fait inscrire l'infraction de harcèlement sexuel dans le code pénal. Avant, il n'y avait pas l'infraction de harcèlement sexuel. Vous vous souvenez, dans l'affaire Mathieu et Gendro et Mathieu, à l'époque à Douala, le cardinal Toumi m'avait soutenu dans cette affaire-là, quand j'avais dénoncé le harcèlement sexuel, les promotions canapé, les choses qui se passaient dans une entreprise très importante. Donc, il avait fait beaucoup de bouquins, là. D'où mon surnom de l'avocat du peuple. Moi, je fais... Mais c'est la même chose que je fais ici. Vous continuez. Oui, je continue à défendre le peuple ici. Le petit peuple, le pauvre, celui qui souffre. Ils savent, ils viennent ici pour ça. Parce que quand vous êtes une puissance, un puissant, vous attaquez un pauvre, moi, je suis là pour veiller à ce qu'il y ait la balance de la justice reste équilibrée. Mais je ne donne pas d'injonction au juge. Je n'interviens qu'auprès du procureur général pour mettre un terme, n'est-ce pas, pour vous rassurer que les textes soient respectés. Oui, c'est notre rôle. Le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe suprême et aussi régulateur du bon fonctionnement de la justice au Cameroun. Depuis Belle Lurette, il n'a pas été convoqué. Belle Lurette, oui. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez... Le dernier conseil date de 2020. Voilà, ça fait quand même 5 ans que cela ne s'est pas tenu et beaucoup estiment que le mandat des membres actuels est déjà forclos. Est-ce que cela n'est pas une entorse à la bonne administration de la justice? Ça peut être considéré comme une entorse si la justice était grippée. Elle fonctionne. Bon, elle ne fonctionne pas toujours parce qu'il y a eu un remaniement interne, c'est-à-dire qu'il y a eu le conseil. Mais sinon, sur cette question-là, ce n'est pas le ministère de la Justice qui tient l'agenda. L'agenda est tenu ailleurs. Donc, ce n'est pas le ministère de la Justice qui préside le conseil. En tant que secrétaire général, nous sommes secrétaire général. Mais je puis vous assurer que c'est un dossier qui est suivi. Et je pense que peut-être, moi je n'ai pas l'agenda, mais c'est un dossier qui est suivi et qui trouvera une solution. Je ne peux pas vous donner les délais tout simplement. C'est un dossier qui est suivi, c'est un dossier qui est vraiment suivi et il est suivi. Il y a eu cette sortie ou alors cette forme de clash tel que dit sur l'espace public entre vous et le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, sur l'affaire Sundance Ressources concernant la gestion du fer de Mbalam, où vous avez à plusieurs reprises demandé à ce que les négociations se poursuivent et le secrétariat général qui a estimé que cela n'était pas nécessaire. On ne va pas s'attarder sur la question, mais question quand même, où en est-on aujourd'hui avec ce dossier, monsieur le ministre? Disons que ce n'est pas moi qui gérais ce dossier. Je l'ai géré incidemment parce que j'assurais l'intérim du ministre d'État empêché. Donc, ce n'est pas moi qui gérais le dossier, je ne le connaissais pas, c'est lui qui gérait ce dossier. Et donc, oui, il y a eu une sorte de clash regrettable parce que un dossier sensible et confidentiel s'est retrouvé dans les réseaux sociaux. J'étais furieux parce qu'un dossier comme ça qui se retrouve dans les réseaux sociaux fragilise même le contentieux au niveau, n'est-ce pas, des juridictions, de la juridiction arbitrale.
Et et donc, expose, n'est-ce pas, nos faiblesses. Et j'étais donc très furieux que ça soit apparu dans les réseaux sociaux. J'ai d'ailleurs saisi le directeur d'Antique pour me mener une enquête et trouver le coupable qui a pu sortir un dossier aussi sensible et aussi important. mais Bon, monsieur le ministre, vous parlez justement de dossiers sensibles importants. Est-ce que le peuple camerounais à divers niveaux n'a pas le droit non, de savoir ce pas qui du se tout. passe? Parce que c'est Pas un du tout. dossier où Pas du tout. l'entreprise australienne Pas réclame du quand tout. même Oui, oui, 94 oui, milliards de francs monsieur. CFA La- à l'État du Cameroun et c'est l'argent du contribuable. N'a-t-il pas le droit, monsieur le ministre, Monsieur, de le savoir? soyez Allez-y. sérieux. Les affaires de justice ne se discutent pas dans la rue. Vous influencez le juge. Si vous commencez à débattre d'une question, le juge n'a pas le droit de savoir quoi que ce soit autour du dossier. D'être influencé, vous parlez des influenceurs, d'être influencé. Le juge doit rendre sereinement sa décision. L'affaire ne doit absolument pas paraître avant la décision. Celui qui fait ça est un criminel. On ne peut pas laisser faire ça. C'est pour ça que j'ai demandé une enquête. Pour trouver qui a fait ça. Pour poursuivre la personne qui a fait ça. Et vous avez déjà des les suites? personnes. Non, je ne vous dis pas. Parce que, comme je vous ai dit, les affaires de justice sont des affaires importantes. On ne les règle pas dans les réseaux sociaux. On les règle au tribunal. Tant que le tribunal n'a pas tranché une affaire, on ne devrait pas se permettre d'aller en conjoncture. Et vous avez vu que lorsque cette affaire a été publiée et que ça m'a mis en porte-à-faux avec le ministre d'État, secrétaire général, j'ai immédiatement levé la main. Vous avez pris acte. J'ai pris acte, je me suis retiré parce que je ne veux pas un conflit. Il ne faut pas aussi non plus fragiliser l'institution que constitue le secrétariat général de la présidence. Il ne faut pas fragiliser. Qu'on donne l'impression dans la presse que le ministre délégué est en train de se bagarrer avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Ça, c'est inadmissible. On ne peut pas accepter une chose pareille, fragiliser cette institution. Donc, immédiatement, j'ai dit non, 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 non. Vraiment, je regrette qui a publié ça. Je ne suis plus dans le truc. Je me suis retiré. Je me suis carrément retiré. Parce qu'on ne peut pas fragiliser l'institution présidentielle à travers le secrétariat général de la présidence. Je me suis retiré. Merci pour toutes ces précisions, monsieur le ministre Jean de Dieu Momo. Vous avez évoqué tout à l'heure quand même ce sentiment d'impunité, d'injustice qui règne au sein de notre société. On a comme l'impression que le juge, au-delà d'appliquer, de dire le droit, semble apparemment tout puissant devant le peuple qui n'a que ses yeux pour pleurer. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez rassurer les Camerounais de ce que le gouvernement, le ministère de la Justice travaille malgré tout à régler un certain nombre de dysfonctionnements? Tout à fait. Soyez rassurés, nous y travaillons. Nous y travaillons. Et vous avez vu, le ministre de la Justice a sorti une circulaire récemment pour dire que, aux magistrats, n'est-ce pas, surtout du parquet, mais par ricochet également au siège, parce que nous ne pouvons pas nous adresser au siège, mais qu'il faut veiller à ce que la justice soit rendue. Le peuple a faim de la justice. Le peuple a besoin de la justice. Si le peuple ne reçoit pas la justice, il descend dans la rue. Si le peuple ne reçoit pas la justice, il fait la justice populaire. Il rend la justice populaire. Donc quand vous rendez la décision, tenez compte de cela. Sans une justice crédible qui fonctionne, le peuple va descendre dans la rue. Vous promettez que très prochainement... Sans une justice qui fonctionne, il n'y aura pas la société va être en déliquescence. Or, notre société n'est pas en déliquescence parce que précisément, nous veillons à ce que les juges puissent... Il y a quelques brebis galeuses, bien entendu. Mais nous, les fustigeons, nous sommes là pour les fustiger et les poursuivre. C'est simplement que les condamnations qui viennent, les sanctions qui viennent ne sont pas rendues publiques, mais pour ne pas fragiliser aussi l'institution judiciaire. Donc vous promettez que le travail en cours pour davantage féliciter ceux qui travaillent bien et punir les brebis galeuses. Tout à fait, vous pouvez me croire. Nous sortons par là. Je ne fais pas de langue de bois, oui. Jean de Dieu Momo, ministre délégué à la justice, monsieur le président du PADEC, membre du G20 qui soutient Paul Biya pour sa réélection le 12 octobre. Bonne chance pour votre projet. Oui, et le G20 ambitionne de passer à G30. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de gens qui frappent à la porte, et beaucoup d'autres opposants qui veulent rejoindre. Élargir la gamme. Nous voulons élargir le G20
au moins G30 pour soutenir le chef de l'État, président Paul Biya. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Merci. C'était donc Sans Tabou sur Naya TV qui recevait Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice Garde des Sceaux, président du PADEC. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel invité. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic.